Souvent, les gens confondent influence et autorité. La voix, elle ne ment pas. Elle transporte énormément d'émotions. Et ça marche très bien. Et là, tu as un vrai moteur de croissance. Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut Momo, bienvenue sur Antipop. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an grâce à Laurent Broy qui nous a mis en connexion pour un événement qui s'appelle des podcasts et des thunes. On animait un atelier sur un sujet qui te passionne et compte tenu de la richesse de notre discussion, je me suis dit Momo, tu vas venir dans Antipop un jour. Bon, j'ai un petit peu tardé, on est un an plus tard, mais aujourd'hui je t'invite pour parler d'un sujet qui obsède tous les podcasteurs, c'est quel indicateur je suis pour savoir si mon podcast est un succès ou pas. Bon, c'est un large sujet et je sais que tu es non seulement passionné mais expert du sujet puisque la data, c'est ton... Allez, je le fais. La data, c'est ton dada. Exactement. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire quand et comment t'es tombé dans la marmite du podcast, en quelques lignes? Alors moi, je suis un pionnier du podcast. J'ai commencé l'aventure en 2004. Donc à 20 ans. Ouais, j'avais encore des couettes en 2004. Ouais. À l'époque, j'avais balancé les premiers podcasts en France. Ça se passait à Radio FG. Et donc, c'était sur iTunes. On mettait des flux RSS qui étaient récupérés dans le lecteur iTunes pour ceux qui ont connu iTunes 1.0. Et ensuite, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Radio Podcast. Voilà. Qui a été rachetée par Lagardère, qui était dirigée par Thomas Plessis. Et à l'époque, ceux qui avaient vraiment compris le format, c'était Arte Radio. Ouais. Pionnier. Et avec vraiment Sylvain. pionnier. Ils se sont lancés à la même époque. Et moi, j'adorais écouter Arte Radio et je voulais faire du podcast. Aujourd'hui, c'est quoi la place du podcast dans ton activité? Donc peut-être présenter, t'es le cofondateur de Nuance Digital. Ouais. Et donc ton activité, elle intègre du podcast, mais c'est pas que le podcast. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors nous, on se présente comme une agence de marketing digital où on fait de la DA et de la data. Ce dont je me suis aperçu, c'est que de façon générale, c'est le marketing qui drive la DA. Pour ceux qui nous écoutent, la DA, c'est la direction artistique. C'est-à-dire quand on crée une marque, qu'est-ce qu'on va ressentir quand on est au contact de cette marque? Donc par rapport aux éléments visuels, aux éléments sonores, aux éléments olfactifs, c'est tous ces choix qui sont faits par une personne en charge de la direction artistique et que vous allez percevoir en tant que consommateur, consommatrice et qui sont pas un hasard, qui sont le fruit d'une réflexion très poussée et très pointue de la part des créateurs et créatrices de ces marques. Tout à fait, c'est un peu le métier que tu réalises, notamment. Tu me disais tout à l'heure que tu avais accompagné The Bold Way, Adrien Garcia, dans sa réflexion de plateforme de marque, dans son rebranding. Donc, c'est un travail admirable que tu as fait. Donc, et donc, du coup, le sujet de la marque, en fait, c'est plus un retour. J'ai l'impression qu'on est dans un retour où on attend plus de créativité. On le voit sur les algos, notamment d'Instagram. On le voit beaucoup aussi sur LinkedIn. Il faut être faut être un créateur, plus qu'un influenceur en tout cas. J'ai l'impression que ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont dans un espèce de framework, un peu caché, que nous on rabâche tout le temps à nos clients. Tu as 4 phases dans ce framework qui est la générosité, la vélocité et le faire en même temps. Et à partir de ce moment-là arrive l'influence, mais pas encore l'autorité. Souvent, les gens confondent influence et autorité. Super intéressant cette distinction que tu fais entre influenceur et créateur. En fait, pour être un bon créateur, il y a une part d'influence, mais si on n'est que sur de l'influence et qu'on oublie la vélocité, donc c'est la capacité à produire du contenu régulièrement et rapidement, le côté test and learn et l'anti-perfectionnisme que j'essaye d'appliquer à moi-même et que j'essaye d'enseigner, en tout cas de transmettre aux podcasteurs et podcasteuses de ma communauté, et la générosité
Donc, ce qui vient du cœur, en fait, c'est le fait de donner de soi ou de transmettre son savoir, transmettre son expérience, un petit peu sans filtre et de manière authentique. Ça, c'est aussi un marqueur de bon personal branding. Eh bien, si on cumule générosité, vélocité, eh bien, l'influence arrive et l'autorité. Et tu disais, il y a une différence entre influence et autorité, et souvent l'autorité arrive après. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à monter cette petite marche de l'autorité? Bah, c'est un peu la magie de la création de contenu et d'être authentique. Moi, je suis très amoureux du podcast parce que je trouve quand même que la voix, elle ne ment pas. Elle transporte énormément d'émotions. J'ai un parti pris sur le traitement du son, sur la qualité. Tu vois, ici, on est dans un studio qui est incroyable. On a fait des investissements dans des micros, mais parce que je vais parler assez technique en termes d'ondes de radio. On a toujours une fréquence principale, tu vois, fondamentale, et après on a les harmoniques, et c'est ça qui crée, tu vois, le timbre de voix, etc. Et donc à trop traiter le son, on va couper les harmoniques, et donc ce qui apporte la rondeur, le podcast, ça va être assez englobant, et donc moi je suis assez sensible à la voix en tout cas. Et pour moi, bah voilà, tu vois, la générosité, c'est une belle voix, une véritable intention, et voilà, enfin une espèce de sincérité et auquel les gens vont forcément adhérer ou pas. Ce sujet de l'harmonique, j'y suis aussi super sensible parce que j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. Petite, puis ado, puis jeune, je faisais partie, d'un groupe de musique et tout, et c'est vrai qu'une belle harmonique, par exemple Ella Fitzgerald ou Lianne La Havas, moi ça me met les larmes aux yeux parce qu'en fait, ça vient toucher quelque chose de très sensible chez l'humain. C'est l'harmonique, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont pas forcément cette, notion de chant ou voilà, c'est en fait toutes des notes invisibles qui vont venir habiller la note principale qu'on entend. Et donc c'est comme si, eh bien, vous étiez touché par, un halo de lumière invisible, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est l'instant poésie sur Antipop. Allez, c'est parti. Et donc, effectivement, la générosité, ça part de ce qu'on dit, de comment on le dit, mais aussi des choix en termes de post-production, de traitement du son. Et toi, tu as une casquette aussi très technique. Tu as fait beaucoup de post-prod dans les premières années de 2000 dont tu parlais. Et c'est pour ça que tu as aussi cette sensibilité-là. Mais en fait, en général, vous faites attention. Moi, j'ai des discussions avec plein de copines podcasteuses qui peuvent pas écouter tel podcast, même si le contenu est intéressant, parce que supporte pas la voix. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, en fait, comment dire, un réflexe en fait qui n'est pas voulu. Donc, pour Mais revenir pour revenir à nous, Nuance, à nos moutons. et du coup, je termine Ouais, l'idée, c'est vas-y. que le marketing souvent drive l'ADA, et nous, le parti pris chez Nuance, c'est que l'ADA doit driver le marketing. Donc on part, ben on fait un peu le même travail que toi, mais dans le e-commerce essentiellement. Ça part du fondateur, de ses valeurs, et on essaye d'aligner mission, vision, valeurs, et de l'aider à s'exprimer. Et justement, en fait, quand on veut rentrer dans ce paradigme-là, où produire du contenu avec générosité et vélocité, faut que ce soit effortless, et ça ne peut partir que d'un acte d'authenticité et pas en copiant les autres. Copier les autres, c'est très, 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 C'est très... mal. Non, c'est pas mal, mais ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc, Bah oui. Et en fait, c'est rigolo parce que tu dis différemment quelque chose que j'essaye de transmettre comme conviction et comme manière de faire et manière de penser aux podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne. Moi, j'appelle ça l'écologie. C'est-à-dire que si tu respectes ta manière de fonctionner, si tu respectes ce qui est important pour toi, donc tes valeurs, si tu sais pourquoi tu fais les choses et la ligne d'arrivée te motive, ta mission, eh ben tout sera plus facile. Et j'essaye aussi de donner un recul vis-à-vis des choix qu'on fait en marketing, donc c'est-à-dire la promotion de ton contenu, la communication, pour pas rentrer dans des cases et donc copier il faut absolument que je publie un épisode par semaine et je vais faire des réels parce que c'est ce que tout le monde fait. Dans certains cas,
c'est pertinent. Dans d'autres cas, c'est absolument pas pertinent. Et je connais des podcasteuses que j'adore et j'ai la chance de compter parmi mes clientes qui sont Margot et Céline de Entre nos lèvres, qui ont fait le choix pour développer leur boutique et donc leur propre marque de cosmétiques, de réduire la fréquence de leur podcast à 1 fois par mois, ce qui a eu un impact sur certains aspects de leur marketing. De diminuer la fréquence, ça a un impact sur le marketing, mais c'était le meilleur choix à prendre pour respecter leurs objectifs à moyen terme et respecter aussi le besoin qu'elles ont de consacrer leur créativité et leur temps à une autre partie de leur projet. C'était une décision qui était écologique pour moi. Moi, c'est ce que je définis comme la valeur. Alors la valeur, tout le monde en parle, mais personne sait ce que c'est. Mais je peux te donner une définition, que ce soit dans le podcast ou ailleurs. En gros, c'est une équation qui est très simple. En haut de cette division, c'est une division, tu as la promesse et ce que tu délivres, divisé en dessous par ce que tu vas demander aux gens en termes d'efforts, en termes d'engagement et d'efforts d'écoute, par exemple, sur le podcast, tu vois, en termes de faut que ce soit digeste. Et donc, la valeur dans le podcast, tu peux l'augmenter de 2 façons. Soit tu augmentes la promesse et la valeur du contenu, mais ça, tu le fais à moins haute vélocité. Soit tu rends le contenu plus digeste et effortless à consommer, ce qui amène au réel sur TikTok, au format short, en bas de cette équation. Et donc, souvent, le choix, il est fait à pas en augmentant la valeur du contenu, mais en augmentant l'effort de digestibilité. Ouais, bah, c'est super. Alors, je récapitule. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait Terminal S. Non, alors là, c'est niveau collège. Non, il y a des gens, et ben les mathématiques, ça les met en PLS et je peux comprendre. Alors, vous prenez un crayon. Tu feras un dessin. Ouais, c'est ça, je ferai un dessin dans le post, mais je vais le faire comme ça, on va pas perdre les gens et ils vont pouvoir se mettre une image mentale. Donc, ce que dit Momo, c'est que pour être sûr qu'on produit de la valeur, il faut se dire: qu'est-ce que je promets? Comment est-ce que je rends attirant mon contenu en disant je vais t'aider à atteindre cet objectif ou je vais t'aider à résoudre ce problème. Si possible, il faut que ce que les gens découvrent en écoutant, ce soit aligné avec la valeur, sinon tu n'as plus aucune crédibilité. Donc c'est promesse plus ton contenu qui est aligné avec cette promesse. Et ensuite, c'est quel effort tu demandes aux gens pour atteindre cette promesse et pour consommer ce contenu. Parce que je suis en train de lire un livre qui est passionnant, qui s'appelle Praise for Story of Brand. C'est prière pour créer une histoire autour de ta marque. J'adore. Je vous en parlerai, je vous ferai un épisode entier sur le sujet, je pense. Mais il dit un truc super intéressant, c'est que, en fait, dans notre cerveau, il y a un réflexe de survie. C'est de la neuroscience. Nous, on est conditionnés, les humains, depuis que le monde est monde, pour survivre, pour bouffer, pour se mettre au chaud, etc. Et donc, notre cerveau, il est conditionné pour dire, si tu me fais brûler trop de calories pour comprendre ce que tu me proposes, donc pour comprendre ta promesse, et qu'en plus ta promesse, elle n'est pas associée à quelque chose qui va me permettre de survivre, donc de bouffer, de boire ou d'être au chaud, eh ben je vais zapper directement. Donc c'est ce que tu dis en fait, finalement. C'est que si mon contenu est trop compliqué à comprendre ou pas assez accessible pour moi, et qu'en plus la promesse, elle est bof-bof et la délivrabilité, elle est bof-bof, bah la valeur perçue, et du coup, l'effort que les gens vont faire pour le consommer, mais ça va avoir un impact sur est-ce qu'ils écoutent plus que 60 secondes, est-ce qu'ils vont le partager autour d'eux, est-ce qu'ils vont s'abonner, est-ce qu'ils vont continuer à t'écouter. Donc, on voit l'impact énorme de la valeur sur la croissance d'un podcast et sur sa durabilité, sur son succès, on va dire. Eh bien, en fait, j'ai perdu ma conclusion. Mais en gros, c'était pour Mais là, dire... du coup, ça n'a pas été effortless. Putain, vous êtes tous partis. Dites-nous si vous avez tout suivi. Si c'était pas le cas, je vous jure que ça vaut la peine de comprendre ce qu'on a dit. Venez me voir et je fais le SAV de mon explication à rallonge. Ok, on fait ça, Laetitia? Le SAV de tes épisodes. C'est une façon de faire de la conversation. Donc, sur la valeur, vas-y, parce que je t'ai recoupé la parole, est-ce que tu avais quelque chose à compléter? Non, en fait, ouais, la valeur, elle est là, et je dirais même que tu vois, même quand tu vas construire la trame, peu importe le contenu, que ce soit une newsletter, un post, un podcast, en gros, moi je résous 3 problèmes, très simples. C'est une équation. Dans n'importe quel business, mais on peut faire l'analogie avec le podcast, l'équation est très simple.
le chiffre d'affaires égale le nombre de visiteurs, multiplié par le taux de conversion, multiplié par la valeur qui sont ce qu'ils vont le panier payer, moyen, quoi. Ouais. la transaction. Ça, c'est l'équation que je résous au quotidien avec mes clients e-commerçants. Mais tu peux le faire aussi avec le podcast. Et donc, du coup, en fait, pour simplifier, on a 3 choses à faire. Savoir comment amener son audience, l'acquisition, ramener les auditeurs, leur faire comprendre, moi, ce que j'appelle un aha moment. Comprendre que ça s'adresse à eux et qu'il y a de la valeur, la promesse. Et la reward, en fait, elle n'est pas en argent, mais en temps et en engagement. Donc, qu'est-ce qui va les forcer à rester à la fin de l'épisode et à revenir ou à binger tout ton contenu quand ils te découvrent? Ça, c'est, tu t'appuies sur un framework de growth marketing. Tu as cité ce terme anglais juste avant. Je le traduis, c'est le marketing de la croissance, en fait. Comment est-ce que on prend des bonnes décisions de promotion, de communication, même d'offres, de pricing, en fait, de produits et de pricing pour, faire grandir son podcast ou son activité en général. Et en fait, toi, tu t'appuies sur un framework, donc c'est un modèle de Ouais, il y a un pensée, framework qui s'appelle art, AR. Voilà. exactement, que j'applique, sur la façon d'accompagner, les podcasteurs et podcasteuses. Parce qu'en fait, c'est magique de comprendre, de décomposer, en fait, quelque chose qui est un petit peu nébuleux, la croissance. Et art, donc c'est acquisition, donc tu fais venir des gens. Activation, tu leur fais comprendre en quoi tu es utile, pourquoi c'est important et tu fais ce déclic, donc l'activation, tu leur fais faire souvent une première action. Ensuite, il y a la rétention, la fidélisation. Donc là, c'est ce que tu disais, ils vont binger, ils vont s'abonner. Après, il y a le referral, qui est du coup, est-ce qu'ils vont en parler autour d'eux? Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait que c'est le deuxième levier de découvrabilité, le bouche à oreille pour les podcasts. Et ensuite, il y a le revenu. Donc, est-ce qu'il génère du revenu ou pas? Selon le business model du podcasteur, le revenu, ça va être plus, comme tu disais, symbolique, donc contribuer à augmenter les écoutes et du coup augmenter sa visibilité sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts et tout. Ça peut contribuer à un business model de sponsorisation avec le nombre d'écoutes ou peut-être si tu réussis à les convertir, eh bien, vont contribuer au Patreon où ils vont acheter tes produits dérivés, participer à tes événements, acheter tes services, etc. Ouais, ils vont te soutenir. En fait, c'est surtout, ils vont te soutenir. En fait, il faut que tu regardes un peu ton podcast ou ton projet comme un compte bancaire où, en fait, la règle du jeu, c'est construire de la confiance. C'est comme un compte en banque où on place de la confiance. Et voilà, et quand tu satisfais les gens et tu arrives à un niveau de confiance satisfaisant, tu déclenches un espèce de potentiel d'action où, je crois, c'est Marcel Moss qui a théorisé le truc, qui s'appelle la théorie du don contre don. Oui, la réciprocité. La Le biais de réciprocité. réciprocité s'appelle. Exactement. Ouais. Et donc, les gens vont se sentir redevables. Donc là, ils vont t'encourager par les leviers que tu as activés. Et Ça, j'ai un super exemple à donner pour que ce soit concret pour les gens. L'interview de juste avant toi, c'est avec Marine Soichot de Chronique du sexisme ordinaire, qui a mis une simple phrase dans sa newsletter qui va être très efficace à cause du biais de réciprocité. C'est qu'elle dit: j'ai passé 6 heures à écrire cette newsletter. Il te faut 1 minute pour la partager. Clique sur le bouton. Et c'est vrai que quand tu mets en balance, elle a passé 6 heures et il me faut 30 secondes, 1 minute pour la partager et elle explique pourquoi c'est important de la partager, et ben, on est plus enclin à passer à l'action dans ces cas-là. Ouais. Ouais. Le revenu, c'est le referral. Ouais. Et sur ce framework-là, pour revenir et puis compléter et terminer sur ce sujet, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de le voir de façon linéaire, donc par étapes. Donc je fais l'acquisition, je fais l'activation, etc. Et en fait, c'est absolument pas comme ça qu'il faut le voir, parce que tout est interconnecté et tu peux associer de lettres juste, l'exemple que tu m'as cité, acquisition, referral. Et en fait, là, tu as le moteur de croissance. Donc si tu as ton acquisition et que tu demandes aux gens de te recommander, en fait, tu as une espèce de boucle infinie que tu arrives à déclencher et ça marche très bien. Et là, tu as un vrai moteur de croissance. Exactement. Et après, l'activation, tu peux la mettre en amont. Ça dépend. Par exemple, dans le e-commerce, l'activation, c'est l'ajout au panier. C'est pas le moment où il y a la transaction et la personne a acheté ton produit. Moi, j'appelle ça un critical event. C'est toutes les actions que je vais mettre en place dans mon funnel de vente. Alors, excusez-moi du buzzword encore, mais dans créer ce aha moment
doit amener à un ajout au panier, à une intention de dire ok, je fais un ajout au panier et j'ai compris, j'ai rationalisé mon besoin. En fait, les gens ont des besoins qui sont assez inconscients. Souvent, ils réalisent pas. Et le marketing qui est bien fait, c'est celui qui accompagne dans la rationalisation de ce besoin-là et qui permet d'accompagner les gens dans. En fait, on n'est pas là pour manipuler. On est juste là pour leur faire comprendre qu'ils ont déjà pris une décision. J'aimerais bien compléter 2 choses par rapport à ce que tu dis. Mettre en perspective que ce côté du bouche à oreille et du partage, parfois on s'imagine que c'est un petit peu de la chance Mhm. ou c'est de la magie ou voilà, ça arrive, ça tombe du ciel. Non, c'est quelque chose qui peut se concevoir, s'anticiper et se mettre en place stratégiquement. On a un objectif et on fait des actions pour atteindre cet objectif. Le bouche à oreille, par exemple, une des manières que je conseille pour faciliter le referral, c'est de préciser en fin d'épisode quel était le message à retenir. Parce que la personne, si elle arrivait jusqu'à la fin de l'épisode, c'est qu'elle a aimé. Si tu lui donnes le message à retenir qu'elle va pouvoir copier-coller dans sa tête pour recommander cet épisode à quelqu'un à qui il sera utile, tu lui fais brûler moins de calories et du coup, tu facilites son passage à l'action. Exactement, c'est tout le sujet du branding qui permet de donner les clés aux personnes de te raconter à ta place avec les mots que tu as Exactement. choisis. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer, mais en fait, on passerait des heures. Il y Oui, a des parce gens que qui sont là, très, très forts. on va enchaîner Mais, sur notre mais deuxième voilà, partie. en tout cas, oui, t'as raison sur cette conclusion-là. Faut toujours dire aux gens qu'est-ce que je dois retenir, quel wording ils doivent utiliser pour te raconter simplement. En fait, Exact. voilà, il faut qu'ils aient un elevator pitch, quoi. Voilà. Si vous avez envie de creuser ce sujet du framework art, du growth marketing et tout, moi, il y a un créateur de contenu que j'adore lire qui s'appelle Yann Leonardi. Ah, c'est pas lui qui a la paternité. Bon, non, Mais moi, j'adore. non, j'adore. Mais Je m'en fous de la paternité. Moi, j'aime bien son branding. J'aime bien la façon ouais. dont il va décrypter les choses, il va trouver des métaphores, etc. J'aime beaucoup son contenu. Effectivement, c'est pas lui qui a la paternité du framework art. Je l'ai connu bien avant que Donc Yann non, Leonardi mais j'adore, s'exprime. j'adore le troller un petit peu, Yann, parce que c'est un poteau, donc du coup, je peux me Ah, de permettre. ouf. Bon, bah, Et, coucou. et donc, je suis déjà passé plusieurs fois dans sa newsletter, donc il n'y a pas de souci. Super newsletter. Je mettrai le lien c'est la dans la meilleure description. newsletter pour comprendre le marketing. Et surtout que, en fait, là, lui aussi, il est à fond dans le branding. Je pense que c'est une espèce d'état de maturité, j'ai l'impression. Au début, on est dans les hacks et les petites techniques, et puis on devient plus stratégique et méta sur ce qu'on apprend. Et donc, la paternité, c'est Dave McClure. Mais bon, c'est en anglais, donc c'est moins accessible. Moi, mon but, c'est de rendre accessible tous ces concepts un peu nébuleux au premier abord, mais qui, quand tu les comprends, sont libérateurs. Sont libérateurs parce qu'ils te proposent une façon de décrypter quelque chose qui peut être de l'ordre de la magie au premier abord. Je te propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie de cet échange qui va s'intéresser en détail à quel indicateur je suis pour mesurer le succès, la croissance de mon podcast. Aujourd'hui, c'est le nombre d'écoutes qui va dominer les esprits et qui va dominer les indicateurs de performance pour définir si un podcast est en croissance ou pas et pour classer les podcasts. Tous les classements de podcasts vont se baser sur cet indicateur unique qui est le nombre d'écoutes. Les partenariats de sponsorship, dans la plupart des cas, vont se baser, premier abord, moi je défends pas cette approche-là, mais de manière classique, c'est le nombre d'écoutes qui fait foi. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette prépondérance du nombre d'écoutes comme KPI qui fait la loi et comment est-ce que tu conseilles de bien mesurer le nombre d'écoutes? Alors, nombre d'écoutes, c'est pas un KPI. Bon, ciao les gars. Voilà, le nombre d'écoutes, ce n'est pas un KPI, c'est une vanity metrics. C'est un KPI. Vanity metrics, c'est un chiffre que tu mets en avant parce que c'est pour se faire mousser, en fait. Ouais. C'est pas qui, tu vois. Dans le KPI, c'est ni qui, c'est peut-être performance. Quoique, si j'achète du clic en Inde et du nombre d'écoutes, voilà. Une donnée qui est key, d'abord, c'est un ratio. Voilà. C'est un taux de croissance et de transformation. Là, c'est juste un nombre brut. C'est comme les compteurs, tu sais, d'Internet à l'époque, tu sais.
Ah Toi, tu oui, comptes les ça compteurs de tourne, quoi. visiteurs. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est trop drôle puisque en fait, on a les mêmes données d'analytics que les sites internet des années 2000 Oui, c'est vrai. sur le podcast, alors Ouais. que ouais, c'est vrai qu'il y a très peu de données. Mais en tout Ouais. cas, voilà. Donc, je suis pas d'accord avec ce sujet-là. Pour moi, voilà, c'est pour répondre à cette question-là, le nombre d'écoutes absolument pas raccord puisque c'est juste une gestion de qualité des audiences. Et je vais conclure juste sur ça, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et que je Non, t'en ai t'inquiète, volé t'inquiète. beaucoup et que je te casse toute ta trame. Franchement, Ok. on est là pour suivre le flow et il y a des sujets qu'on a abordés que je Ouais. m'attendais pas à aborder qui sont super intéressants donc t'excuses pas. Ok. C'est moi qui gère. On Ok, est bien là. ok, tu gères très bien. Alors, non, pour reprendre et conclure sur une citation de ma mère, parce que j'adore citer ma mère quasiment dans tous les podcasts Coucou maman. voilà. Donc, ma mère, elle dit souvent, une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Et donc, du coup, le sujet du podcast, c'est construire une audience. C'est pas un nombre de personnes, mais c'est la qualité des personnes que tu as ramenées. Et pour moi, une donnée c'est, par exemple, je produis un podcast et qui s'appelle Made in Tech. Made in Tech, c'est des sujets où on rentre dans le fond. À la radio, tu vois, comme tout est formaté pour passer de la pub 2 fois par heure pendant 12 minutes max, ça va se construire par quart d'heure. Mais on a compris en fait que les émissions se construisaient par quart d'heure parce que en moyenne, les gens ont entre 9 et 12 minutes de temps d'attention sur une séquence. Donc, les émissions sont construites par quart d'heure. Donc, moi, ce que je recommande, souvent, quand on construit un conducteur, une trame, c'est on mette vraiment le quart d'heure. Après, il y a des audiences comme celle de Made in Tech où les gens ont un temps de... On va faire un filtre, mais vraiment exprès, parce que on va faire des séquences qui vont durer 25 minutes. Déjà, ça va permettre de... Donc, quand tu vas aller sur les datas de Apple Podcast, tu vas voir le drop par séquence. Tu as entre 9 et 25 minutes, mais là, c'est 25 minutes. Et on se tient vraiment à ces séquences assez longues pour garder l'audience qu'on veut, éliminer ceux qu'on veut pas, en fait. Mm. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de construire du contenu pour les gens qui t'intéressent. Si tu veux faire de l'entertainment, tes séquences doivent être courtes, rythmées, dynamiques. Si tu veux rentrer dans des sujets de fond, là, tu peux monter jusqu'à 25 minutes, entre 12 et 25 minutes. Mm. Et donc, du coup, le sujet, c'est qu'est-ce qui va être qui? C'est est-ce que sur les séquences que tu as mis dans ton conducteur, à chaque fois que tu vas passer d'une séquence à l'autre, tu vas gagner le temps d'attention. Tu peux pas exiger d'une personne qu'elle écoute d'une seule traite tout ton podcast, surtout s'il fait 3 heures comme celui de Mathieu Stéphanie, mais tu vas avoir des séquences où tu vas garder les gens, où ils vont revenir, ils vont l'écouter plusieurs fois. Peut-être que tu vois, c'est un hack que j'ai pas compris parce que j'ai pas réalisé de podcast de 3 heures, mais que le nombre d'écoutes cumulé, c'est le nombre de fois les gens vont revenir et en fait ça booste un petit peu ton nombre d'écoutes. Donc, Ah, c'est intéressant, ouais. donc mais du coup, le sujet, faux nombre d'écoutes, peut-être tu es divisé par On sait 4 pas. ou par 6. Ouais, ouais. Désolé Mathieu Stéphanie. On va pas, je veux pas te faire d'ennemis. Le gate. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu construis d'abord le contenu pour ton audience, et le contenu qui te plaît, et celui où tu peux être généreux et véloce, et ensuite le reste tu t'en fous, puisque c'est en termes du nombre d'épisodes que tu dois construire tes audiences. Et donc voilà. Donc, juste pour recentrer un petit peu, mettre l'église Au milieu du au village. milieu du village. Ouais. Exactement. Et j'ai envie de pointer quelque chose qui est complémentaire de l'approche que tu défends, qui est qu'est-ce que toi tu veux produire, comment est-ce que tu peux être généreux et véloce sur un type de contenu. Donc est-ce que tu vas être dans du divertissement, quelque chose qui est assez léger, etc. Ou est-ce que tu vas être plus sur une approche de fond et donc du coup tu vas aller chercher plus du détail, de la longueur. C'est important de savoir ce que toi tu veux proposer, mais c'est important de connaître son audience aussi, les gens qui composent son audience, et de faire une vraie recherche de fond, discuter avec eux, s'il vous plaît. Je vais faire un épisode entier, je pense, sur le sujet, mais de l'importance de passer du temps réel avec vos auditeurs et vos auditrices. 30 minutes en visio, posez-leur toutes les questions du monde pour comprendre ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, à quoi ressemble leur quotidien. Je vais pas plus développer. Il y a un épisode sur le persona que vous pouvez écouter dès maintenant en attendant ce fameux épisode où je vais plaider pour le fait que vous discutiez vraiment avec vos éditeurs. Mais il y a croisement de ce que toi tu veux proposer, mais aussi ce que les gens attendent. Et c'est un bon équilibre entre les deux qui fera que votre contenu sera écouté, partagé et que votre podcast grandira.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont intéressants, qui sont sous-cotés? Par exemple, moi, il y a un ratio que j'aime bien regarder, qui est que je fais un ratio entre le nombre d'écoutes mensuelles et le nombre d'auditeurs uniques mensuels. Ça m'indique, en fait, pour une personne, combien d'épisodes il va écouter. Et ça m'indique un critère de fidélisation. Est-ce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, mais ils ont écouté un épisode et puis c'est tout? Ou est-ce que j'ai eu une audience moyenne, mais ils écoutent 5 ou 6 épisodes d'un coup? Du coup, ça me donne des indices sur la cohérence de ma ligne édito, ça me donne un indice sur, eh bien, l'adéquation entre ces gens que j'ai fait venir et ma promesse, en fait, s'ils ont accroché à ma promesse et à ce que j'ai délivré comme contenu. Qu'est-ce que tu en penses de ce ratio? Alors, la question, c'est d'abord, où est-ce que je vais commencer à mesurer Ouais, et qu'est-ce que je vais regarder? Il y a une plateforme qui est archi bien faite, c'est Apple Podcast Connect, ouais, où tu as énormément de data. Et en vrai, moi, je vais regarder qu'une seule plateforme parce que ce que je vais améliorer, c'est les qualités des données de cette plateforme parce que je sais que après, je vais avoir, tu vois, si tu es Ocha ou AudioMeans, tu as toujours ce truc-là de taux de pourcentage de sur Spotify, complétion. non, sur taux de nombre d'écoutes sur Spotify en termes de Ah oui, proportion, oui, bien sûr. faire Et sur après, tu fais sur une règle divers. par 3, en fait, c'est Ouais, ça? tu donnes une analogie, mais en gros, ce que tu dois améliorer, ouais, c'est vraiment ça. Et je suis d'accord avec toi, le nombre, alors, sur Podcast Connect, tu as le nombre d'auditeurs assidus. Et ça, c'est super important Oui, d'augmenter son nombre d'auditeurs assidus ou de le maintenir. Voilà quoi. Parce que un podcast, alors c'est compliqué des fois faut avoir une stratégie d'invité, tu vois, d'audience. T'as deux types de stratégies. Beaucoup de gens pensent que le podcast c'est de l'inbound stratégie. Tu fais venir les gens un peu comme sur une newsletter mmh. et voilà. Alors que pas du tout. C'est une média stratégie. Parce que moi, j'ai une approche, est-ce que c'est un podcast média ou est-ce que c'est un podcast écosystème? Et donc du coup, l'écosystème, on est plus dans l'inbound, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais venir les gens organiquement? La stratégie de tes invités, en fait, va faire que tu comprennes que tu vas garder entre 3 et 5% de l'audience que ton invité t'a apporté. Exactement. Et, et tu construis ton épisode. Alors, c'est pour ça qu'on parle de vélocité, puisque en Mmh. fait, c'est comme dans un produit en SaaS, si tu bosses dans le digital ou des clients que dont tu fais l'acquisition quand tu es dans l'e-commerce. Tu as toujours un churn et une partie des clients qui vont acheter une fois ou qui vont rester un petit moment et qui vont churner. Et donc, le jeu, pourquoi, tu vois, premier conseil qu'on va te donner quand tu vas faire un podcast, c'est de rester dans la vélocité, de faire une fois par semaine, etc. C'est parce que tu vas construire des petites strates de 3-5% des gens qui t'ont été amenés par tes, tes invités. Et voilà. Bon, je suis désolé, moi je vais pas t'en apporter beaucoup, mais 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 tu m'apportes beaucoup de valeur. Attends, juste 2 points. Parce que le churn, c'est combien de personnes vont quitter un podcast ou un endroit après, être arrivées dessus. ouais. Donc ça correspond à ce que tu me disais, ton nombre d'épisodes écoutés par mois. Mais bon, après, t'as pas la data concrète, parce que il y a des gens qui vont écouter 4 épisodes sur 3 mois, et il y a des gens qui vont en écouter 4 sur une semaine. Et donc du coup, bon, c'est vrai que ça te donne un indicateur, mais pour moi, c'est pas assez précis sur la durée de vie de tes auditeurs. D'accord. Et donc du coup, sur Apple Podcast, il y a cette donnée de tes auditeurs assidus. Là, on peut faire le lien avec un concept qui sont les super fans, qui a été développé par Pat Flynn, qui dit qu'il faut d'abord s'inquiéter de créer 1000 super fans, plutôt que d'aller chercher 100 000 personnes un petit peu tièdes vis-à-vis de ton contenu, de ton produit, etc. Moi, c'est quelque chose que je conseille aux podcasteurs qui sont déjà lancés, débutants, intermédiaires ou qui sentent qu'ils sont en train de stagner et qu'ils ont besoin d'un renouveau, c'est toujours d'aller discuter, de créer de la conversation avec leurs auditeurs et auditrices et de cibler, d'avoir une idée très précise de à qui ressemblent ces super fans. Ouais, faut connaître ses auditeurs. Et d'ailleurs, tu vois, la radio, ça avait commencé aussi un peu comme ça, parce que si tu veux avoir un poste de radio, ça coûtait de l'argent. Donc souvent, tu avais la radio dans les cafés et tu avais des clubs d'écoute Mmh, pour des émissions. Il y a une émission que j'ai adorée et qui est restée encore, qui est encore vivante, qui s'appelle Là-bas si j'y suis, de Daniel oui, Mermet, on et qui est adore. resté un podcast. Mais quand moi j'ai eu la chance d'assister à un enregistrement
à l'époque sur France Inter. J'étais assez fan du contenu, de la séquence du répondeur. Et cette émission, elle avait des clubs d'écoute. Donc, les gens laissaient un message sur le répondeur pour dire oui, on a un club d'écoute dans telle ville, dans tel bar. Si vous voulez vous retrouver pour écouter l'émission. Moi, c'est la radio que j'aime. Et aujourd'hui, elle est dans le podcast. Et c'est un vrai travail de communauté. Un podcast, c'est pas allumer un potard, enregistrer, etc. C'est pour ça que moi, je n'en fais pas. Hein. C'est que je pourrais pas tenir cet engagement et cette régularité dans le temps. Ça demande de l'énergie, de l'investissement. On peut voir aussi Laurent Brois qui a apporté énormément à la communauté podcast. Qui s'est arrêté. Ouais, qui s'est arrêté. Et tu vois que moi, j'ai soutenu dès le début sur Patreon. Enfin, moi, c'est une nouvelle qui m'a vraiment affecté parce que non seulement c'était beaucoup d'investissement, enfin, tu vois, en termes de learning, tu vois, il s'était inscrit pour des formations, pour apprendre à raconter des histoires. C'était vraiment un vrai chiffre dans sa vie. Il était super investi. Il a jamais rien demandé à personne. Et voilà, il a apporté énormément de valeur, des histoires d'entrepreneuriat. Il a créé des événements, des communautés. Et donc, du coup, voilà, tu vois, c'est un exemple qu'il faut suivre. Mais, et voilà, donc tu as raison sur ce sujet-là. Ok, un podcast, c'est pas que ouvrir un micro, poster en ligne, faire des shorts, c'est aussi interagir avec une communauté, apprendre à connaître les gens. De fou. Je veux faire un appel à l'action à celles et ceux qui nous écoutent. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez votre compte Apple Connect, petit 1. Petit 2, mettez-vous un créneau dans votre emploi du temps. Moi, je fais un CEO Day chaque premier jour du mois où je révise mes stats. Ça me permet de voir comment ça évolue et d'avoir une approche non émotive, quantitative sur la progression de mon activité et du contenu que je produis. Et ajouter dans cette liste des indicateurs que vous checkez ce KPI, cet indicateur de performance qui est le nombre d'auditeurs assidus disponibles sur Apple Connect. Je te propose, Momo, qu'on fasse un petit jeu que j'ai préparé. Je te propose de te mettre dans la peau de 3 podcasteurs, podcasteuses différents et de me dire quel indicateur me conseilles-tu si je suis, petit 1, un podcasteur débutant et j'ai sorti 5 épisodes. Quel indicateur je dois suivre absolument? Tu m'en dis 3. Tu vois, si tu es débutant et que tu as fait 5 podcasts, bravo, c'est un super effort. Et c'est à partir du 5e où tu te dis, entre 5 et 7, tu te dis, c'est du taf. Voilà. C'est plus un jeu, c'est du taf. Est-ce que je vais continuer? Déjà, 5 épisodes, c'est beaucoup. La magie, elle arrive à partir du 20e épisode. Et donc, ça veut dire que ta reward, elle va durer 15 épisodes de souffrance. Et ça va être 15 épisodes de souffrance, mais tous les podcasts que j'ai produits et que j'ai vus, il se passait quelque chose de magique entre le 20e et le 25e épisode. Et tu as une vraie reward, pas forcément pécuniaire, mais il se passe quelque chose d'incroyable, comme avoir les invités que tu rêves d'avoir, avoir des gens qui te donnent vraiment de l'amour en masse, parce que ça fait vraiment du bien, et des opportunités business qui se débloquent comme par enchantement. À partir de 5 épisodes, cherche pas à regarder des KPI, va juste à 15 épisodes, parce qu'il faut entre 8 et 15 épisodes pour déjà commencer à créer des habitudes d'écoute. Exactement. Et construire un conducteur qui est effortless pour toi et qui va devenir une seconde nature. Voilà. 5 épisodes, c'est trop peu. Va jusqu'à 15. Tiens le coup jusqu'à 20 épisodes. J'adore. Et à partir de 20 épisodes, tu fais le point. Si je suis un podcasteur intermédiaire, donc j'ai dépassé les 20 épisodes, et je veux convaincre un sponsor après 20 épisodes, 2 saisons par exemple de 10 épisodes, de devenir mon partenaire. Qu'est-ce que je dois anticiper comme data? Qu'est-ce que je dois suivre comme indicateur dans cet objectif-là? Tu vois, dans l'histoire des partenariats, tu vois, à partir des 20 épisodes, ce qui se passe, alors je dirais même à partir du 30e ou du 40e, ça dépend des shows. Là, tu vas voir que il y a des gens qui vont te contacter pour venir en fait sur ton show. Et donc, l'indicateur, c'est plus un indicateur de régularité. En fait, les gens sont pas bêtes. Souvent, ça va être des agences de relations presse qui vont venir pour, tu vois, enfin,
l'histoire, tu vois, par exemple, Made in Tech, on fait pas payer pour venir, mais on est dans les 3, on a reçu des prix, enfin, tu vois, genre, on était invités, on pouvait pas y aller, on a reçu plein de prix pour ce podcast, et il y a plein de gens qui nous contactent pour venir sur cet épisode. Et quand tu poses la question, ah ouais, bah en fait, il y a trois podcasts qui sont intéressants pour nous. Celui où on voulait aller d'abord en numéro 1, il nous demandait 2500 balles pour passer sur l'épisode. Bah, nous, c'est gratuit. Donc, tu vois. Mais derrière, en fait, le sujet, c'est quand tu vas vouloir attirer des gens, ce qu'ils vont regarder d'abord, c'est la régularité. Est-ce que tu as publié de façon régulière? Parce que faut que tu tiennes la promesse de je suis capable de tenir une audience, de construire une audience et d'être régulier, parce que c'est que comme ça que tu construis. Et après, bien sûr, tu as le nombre d'auditeurs, les KPI qui vont être plus des questions de ratio, le nombre d'écoutes par auditeur par mois, le taux de complétion, le nombre d'heures d'écoute par épisode, aussi les lancements. Le sujet des lancements, pour moi, c'est super important. En fait, tu vas voir que tu as le nombre d'écoutes dans le temps, souvent sur la première semaine. Plus tu vas voir la puissance de t'apporter en regardant le nombre d'épisodes écoutés day one, ou pendant les Le 40 jour 1, ouais. jour 1, pendant les 48 premières heures ou 72 premières heures, et tu regardes le lancement. C'est toujours le lancement qui va déterminer la force de ta communauté. Très intéressant. Et donc, du coup, donc c'est des métriques. Je reviens sur les débutants. Le débutant doit construire sa brand. Et nous, c'est vraiment le framework. Celui qui a passé les 20 épisodes, lui, il a un enjeu de devenir un créateur de contenu. Et je fais la distinction entre créateur et influence. Donc, là, ça va être plus avoir une stratégie sur améliorer la qualité, travailler les séquences sur les gens, la trame où les gens drop, travailler la force du contenu et la valeur délivrée. Il y a après, tu vois, faire un petit peu de snacking, du rappel aux anciens épisodes. C'est tout ce qu'on fait dans mon bootcamp, en fait. Exactement. Tous les trucs que tu commences à mettre un peu en place naturellement. Ouais. Et comment est-ce on a une approche fine, d'amélioration continue et stratégique aussi. Exactement. Qu'est-ce que j'améliore pour quel objectif? Ouais. Et dans cette phase-là, il se passe un truc assez ouf, puisque tu as passé une étape de curiosité. Et donc là aussi, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter comme référence, comme contenu, etc. Comme je peux voir avec toi, c'est rapporter un livre que tu as lu, un truc que tu as entendu. Voilà, essayer de connecter les points. Et pour moi, la valeur, c'est les KPI. Ça va être, il va y en avoir 2. Toi, ce que tu donnes comme valeur en termes de référence. Et après, le truc que tu mesures, c'est la love metrics. Ah, j'adore. Ouais. La love metrics, c'est les gens qui t'écrivent. Spontanément. Que tu connais pas, en fait. Tu connais pas. C'est pas ta mère, c'est pas ton meilleur pote, parce que c'était le début. Parce qu'ils disaient, ouais, on est tous derrière toi et tout. Là, c'est des gens inconnus qui te contactent en disant, j'adore ton contenu. Ouais, et il peut se passer des trucs, genre les gens que tu vas croiser. Alors, tu vois, Thomas de Made in Tech, il va à plein de trucs de congrès, médecine, start-up, e-santé. Et il me raconte toujours, il y a toujours une histoire. Ah ouais, il y a des gens qui viennent me saluer, qui viennent faire des selfies, qui viennent me parler de mes épisodes. Tu vois, en mode random. Et en fait, ce truc-là, ça prouve que, voilà, ça y est, tu commences à avoir de l'influence, même à avoir un début d'autorité. Ouais. Hier, c'est rigolo, je discutais avec Kevin, qui est un pote qui travaille dans le secteur de la restauration, et on discutait des podcasts qui traitaient de ce secteur-là. Et je dis, bah si, il y a Philibert de Business of Bouffe. Il me dit, bah ouais, c'est vrai. L'autre fois, j'étais sur un salon, et il y a les gens qui disaient, regarde, il y a Philibert, il y a le mec de Business of Bouffe. Et donc, c'était pour montrer à quel point, en fait, quand tu as un podcast, que tu tiens dans le temps, que tu fais un contenu de qualité, ton autorité, elle va augmenter, et tu vas être identifié comme un créateur de contenu, un influenceur aussi sur ces sujets-là. Tu commences à construire ton influence. Et ta love metrics, du coup. Voilà. Et l'influence, pour donner un indicateur aux gens, en fait, sur l'influence, comment la mesurer, savoir si je suis dans l'influence ou dans l'autorité. Donc, dans l'influence, c'est quand tu ouvres ton LinkedIn le matin, tu as 100 notifs que tu peux pas lire. C'est ça, l'influence. Par contre, quand tu arrêtes de produire, ça tombe. Alors que l'autorité, ça ne tombe pas. C'est la seule façon de savoir. C'est plus consolidé dans le temps, l'autorité. Ah, intéressant. Trop cool. Merci. Et alors, t'en es où, toi? Eh ben, moi, il y a des sujets où je suis sur l'influence et il y a des sujets où je suis sur l'autorité. Par exemple, sujet de la communauté.
par rapport au podcast. Là, j'étais invitée à participer à une table ronde sur un festival, une personne que je connaissais pas, parce que j'avais été identifiée comme un key opinion leader sur ce sujet-là, qui pouvait apporter un œil d'expert, et cetera. Donc ça, franchement, ça m'a donné un bon indicateur que j'avais, construit une autorité sur ce sujet. Ouais, mais moi je te vois popper souvent sur LinkedIn et Mmh. déjà j'étais surpris que tu me recontactes Ah! un an après des podcasts et des thunes, mais c'est vrai que je te vois bosser comme une folle sur tes sujets depuis qu'on s'est. J'essaye de faire les choses sérieusement, ouais. Merci pour ce retour. Donc, 3e cas de figure, je suis un podcasteur avancé. C'est bon, j'ai ma routine, j'ai mon statut d'influenceur, d'autorité et j'aimerais bien élargir mon champ des possibles. Je me sens un petit peu enfermée, tu vois? Je suis très identifiée sur mon sujet, mais je sens que j'ai envie d'opportunités différentes, passer à la télé, ou explorer de nouveaux sujets. C'est quoi les indicateurs que je vais, suivre quand je suis au niveau podcasteur avancé expert? Alors, le seul indicateur que tu vas suivre, c'est le nombre d'autorités qui vont venir sur ton podcast. OK, En fait, tu vas voir les gens que tu peux attirer avec ton podcast. Bah, tu vois, par exemple, Mathieu Stéphanie, c'est le pur exemple, oui. où au début, c'était des personnes random, Mmh. puis après des gens qui étaient influents, Mmh. et puis maintenant, c'est des gens qui sont des autorités. Ouais, quels que soient les domaines même Et maintenant. ouais, exactement, Mmh. quels que soient les domaines, et en fait, il invite quasiment que des autorités. Pour faire une référence à un sujet, qu'on a abordé juste avant, c'était justement le cas de figure de Adrien Garcia, qui était entreprendre dans la mode, qui était un podcasteur avancé, il avait 200 épisodes et tout, et il avait envie de se créer des nouvelles opportunités parce qu'il se rendait compte que certaines autorités ne voulaient pas passer dans son podcast parce que c'était trop identifié mode. Et on a travaillé à résoudre ce problème, tous les 2 pour que les autorités qu'il visait, eh bien, passent dans son podcast. Ah ouais, il a en plus, il a fait venir des gens que j'admire, comme De fou. Ramdan Touhami. Et il est incroyable Ouais, ouais, cet épisode. J'ai adoré. ouais. Enfin, ces épisodes, puisqu'il a eu 2 fois sur son podcast. Oui, il y en Ouais, a eu un, mais ouais, mm, le dernier, je le trouve particulièrement, à bâton rompu, ouais. acide. Il est assez iconoclaste comme J'adore ce personnalité. mec. Ouais, c'est très cool. Donc tu disais, suivre le nombre d'autorités qui vont passer et Mm. accepter de passer dans ton podcast. Trop chouette. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de mieux mesurer la performance de son podcast? Pour mesurer ta performance, tu mesures ta curiosité. Parce que la Et curiosité alimente la créativité, ta exactement. capacité à être généreux, à créer un Ouais, et contenu c'est cette qui a une histoire de bonne joie et de promesse. plaisir que tu alimentes. Génial. Merci Momo pour cette super conversation. Ça a été trop bien. J'espère que vous avez apprécié, eh bien, toute la valeur qu'a proposé Momo, la façon de réfléchir à quels critères prendre en compte, quels indicateurs prendre en compte, comment les calculer, la réflexion et le recul stratégique, en fait, par rapport à cette notion de générosité, de vélocité et de comment devenir un influenceur puis une autorité dans son domaine. Si vous avez envie de, voilà, réagir à ce qu'on a dit, eh bien, venez me contacter sur LinkedIn, Anne-Claire Leca, ou sur Instagram, @ecofactory. À très vite. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.